Il est l'un des professeurs de théâtre les plus réputés de France. La liste des acteurs passés par son cours est une longue litanie à la Prévert. Fanny Ardant, Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacry, François Cluzet, Clotilde Courreau, mais aussi Gérard Darmon, Charlotte de Turckheim, Jérôme Deschamps, Mélanie Doutet ou encore André Dussolier, Marlène Jobert, Francis Perrin, pour ne citer que. Sa méthode se résume en un mot: le travail. Il est de ceux que l'on appelle maître, mais pour rester simple, je vais l'appeler Jean pendant toute l'émission. Alors si vous êtes amoureux de Molière, Shakespeare, Marivaux, Musset, restez avec nous. Jean Périmoni est dans la place. Bonjour Jean. Bonjour. Je devrais dire bonjour Péri, parce que dans le milieu des théâtreux et dans votre école, tout le monde vous appelle Péri. C'est presque devenu une sorte de prénom. Absolument. C'est devenu prénom et même le nom. Le nom, tout simplement. Prénom et nom, et même uniquement le nom. Une signature, en fait, un peu à l'image de votre école. Quand on est passé par l'école Jean Périmoni, c'est une signature. On n'est pas passé n'importe où, on est passé dans un cours sérieux. Mais écoutez, oui, vous avez d'ailleurs dit le mot, on travaille. Je ne crois qu'au travail. Vous avez fait 50 ans, plus de 50 ans que cette école a été créée. L'école a été créée en septembre 60. École Périmoni, septembre 60, plus de 50 ans. Vous avez obtenu une distinction qui s'appelle le Masque d'or de la meilleure école privée d'art dramatique. 50 ans de professorat. À côté de ça, vous avez une carrière de comédien et aussi de metteur en scène. Qu'est-ce que le fait d'enseigner le jeu, d'enseigner la comédie, la dramaturgie, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie en plus du fait de jouer et de mettre en scène? Pourquoi vous êtes passé par ce chemin-là? Vous savez, Jean Vilar dit toujours que dans ce métier, tout se fait par hasard. Et c'est un concours de circonstances qui fait que, en effet, j'ai commencé à m'orienter vers le professorat. Au conservatoire, je montais des parcours, des scènes, bon, on travaillait avec les élèves. Et c'est plusieurs professeurs qui m'ont dit, mais il faut que tu fasses de l'enseignement, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que vos copains au Conservatoire de Paris, parce que vous avez déjà fait le Conservatoire de Dijon, puis après vous êtes entré au Conservatoire de Paris, on reviendra sur votre parcours, mais vos copains vous disaient, Jean, tu ne veux pas me monter ma scène, tu ne veux pas me mettre en scène, etc. Absolument. Donc ça s'est passé comme ça, petit à petit, j'ai eu un groupe d'élèves, j'étais même à l'intérieur du conservatoire. Et très rapidement, j'ai commencé à donner des cours, alors officiellement à partir d'octobre, septembre 60. Donc vous aviez à peine 30 ans, 30 ans et déjà professeur. En 50 années de professorat, ils vous ont appris quoi, vos élèves? Ils m'ont appris deux choses. La première, c'est la diversité des textes et des personnages qu'on peut travailler, parce que si on est professeur, on ne doit pas donner une priorité à ses goûts personnels. Bien sûr. Même un élève veut travailler un texte, il ne vous a peut-être pas inspiré à vous à la lecture, mais vous ne devez pas le montrer. Alors ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que c'est toujours passionnant et de voir évoluer un élève en respectant surtout sa personnalité, ne pas en faire des petits robots surtout. Alors, savoir ces deux éléments-là, c'est ce qui m'a décidé à donner des cours. Alors, j'étais très étonné parce que au bout de la deuxième année, j'avais 40 élèves. Alors ça fait son chemin. Très rapidement, ça a été effectivement un succès, cette école. Alors, vous avez évoqué deux dimensions sur lesquelles je voudrais revenir. Je vais commencer par la deuxième. Vous avez parlé, vous n'avez pas dit le mot, mais je vais le dire pour vous, quelque part, on accouche l'élève de ce qu'il va devenir. C'est un peu cette fameuse phrase, deviens ce que tu es. Et ces 3 années, pour ceux qui font les 3 années, qui passent à chaque fois dans l'année supérieure du cours Périmoni, ces 3 années permettent à énormément d'élèves, qui sont en général assez jeunes quand ils viennent chez vous, d'accoucher d'eux-mêmes, de se découvrir par le biais du théâtre. Et ça, c'est un vrai travail, ça. Ça, c'est un vrai travail, à condition qu'ils l'acceptent. Parce que beaucoup d'entre eux s'imaginent qu'on arrive sur un plateau et puis voilà, ça y est, on joue. Vous savez, quand on va dans les loges quelquefois, où des gens viennent dans les loges qui ne sont pas de ce métier, on vient de jouer un rôle de 5 actes,
et tout à coup ils vous disent comment vous faites pour apprendre tout ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est uniquement une affaire de mémoire. Alors les élèves, il faut tout de suite bien leur faire comprendre que c'est tout un travail qui doit commencer, je crois, par le travail corporel. Parce que le comédien, l'instrument, il est en lui. Mais ça, c'est une dimension, le travail corporel en France, c'est une dimension qui est un peu sous-évaluée si on compare aux Américains, par exemple. Mais oui, mais bien sûr, c'est très difficile. Moi, j'ai toujours eu un travail, toujours eu un professeur qui s'occupait de l'expression corporelle et qui continue de le faire, parce que je trouve que c'est très important d'abord se connaître soi, savoir ce que c'est qu'un mouvement, la respiration d'une entrée, tout ça, ça s'apprend. Après, le talent, ça sera autre chose. Mais ça veut dire qu'on intellectualise trop, chez nous en France en tout cas, les textes, les rôles, le théâtre est beaucoup trop intellectualisé? C'est ça, on risque d'aller trop vite, et ce qu'il faut, il faut aussi se dire que chaque personnalité est différente. Donc, dans notre travail, quand on me demande quelle est votre méthode, je réponds me mettre à l'écoute de l'élève qui est en face de moi. C'est ça qui est important. Il y a une deuxième dimension dont vous avez parlé tout à l'heure, Jean Périmoni, qui était, vous parliez des textes. Certains élèves arrivent avec des textes que vous ne connaissez pas ou que vous n'appréciez pas forcément. On respecte le choix d'élèves. Mais une des grandes facultés, me semble-t-il, d'un professeur de théâtre, c'est tout au long de ces années de réinterroger continuellement ces textes, parce qu'à chaque nouvel élève, finalement, une nouvelle lecture et une nouvelle version du texte. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'était pas pour vous flatter, que je disais qu'on pouvait vous appeler maître. C'est parce qu'un maître, c'est aussi quelqu'un qui réinterroge sans cesse, même au bout de 50 ans de professorat, qui réinterroge et encore les textes et qui approfondit leur connaissance aussi. Est-ce que c'est comme ça que vous vivez les choses? Oui, c'est tout à fait dans ce sens-là que je travaille. Mais de toute façon, vous savez, on n'a jamais fait. Quelquefois, des amis me disent « Mais comment tu fais pour continuer ?» Je dis « Mais attendez, un personnage, c'est aussi complexe qu'un être humain. On ne connaît jamais totalement un être humain. Donc au théâtre, on rencontre des êtres humains, ils sont fictifs, mais ils vont s'imposer. Et tout à coup, un élève va se mettre à leur écoute et valoriser le texte et l'écoute du texte. Et c'est très important, surtout, que l'ensemble de ce travail se confonde bien, qu'ils comprennent que c'est une nécessité. Le talent, c'est autre chose. La technique, l'articulation, la respiration, la concentration, tout ça, ça s'apprend. Une fois que tout ça a été assimilé, travaillé, alors on peut commencer à envisager de faire du travail scénique. C'est Berlioz qui disait « La chance d'avoir du talent ne suffit pas, il faut encore le talent d'avoir de la chance ». Et ça, vous le dites aussi dans vos cours, que la chance, ça fait partie du métier de comédien. 50% de chance, 45% de travail, 5% de talent. Voilà. C'est pas de moi, c'est de Fernand Ledoux. C'est pas très juste, quelque part. Et c'est parfaitement juste. C'est cruel. C'est cruel, voilà. Mais c'est juste. Est-ce que pour vous, le théâtre, c'est un lieu d'illusion ou c'est un lieu de vie? Les deux. Les deux. C'est un lieu de vie parce que tout à coup, on voit s'animer devant nous, au théâtre d'ailleurs aussi, pas que dans les cours. Donc, oui, c'est deux éléments qui se confondent complètement. Vous savez, quand j'étais en première au lycée, on avait eu une dissertation sur le théâtre qui avait été... Je n'ai pas retrouvé l'auteur de la citation, et si quelqu'un connaît l'auteur, merci de me le dire. C'était « Le théâtre, ce n'est pas la vie, virgule, c'est plus que la vie ». J'ai cartonné, hein, j'ai eu une méga note, et le thème m'avait plu, parce qu'il y a beaucoup à faire avec cette citation-là. Vous en diriez quoi, vous? Le théâtre, ce n'est pas la vie, c'est plus que la vie. Oui, le théâtre n'est pas la vie. Le théâtre, quand on ouvre une brochure, sont des mots alignés les uns et les autres. Et puis, le deuxième parcours, ces mots, c'est au comédien ou à l'élève comédien de commencer à l'animer et donner les émotions qui se cachent derrière les mots. En quoi c'est plus que la vie, le théâtre? Parce qu'on vit, on vit quoi? 100 vies à travers 100 personnages? C'est un peu ce que recherchent les comédiens, quelque part. Oui, mais ce qui est merveilleux au théâtre, c'est qu'on peut tout faire, y compris mourir. C'est le seul endroit et le seul moment où les gens n'ont plus peur. Vous êtes beaucoup mort au théâtre? Pardon? Vous êtes beaucoup mort au théâtre, Jean Périmoni?
Vous êtes mort plusieurs fois et ressuscité plusieurs fois. Ah oui, moi, oui. Ouh là là. C'est d'ailleurs des rôles magnifiques. Sont des rôles magnifiques. Mais c'est très important, ça, qu'ils comprennent bien que tout à coup, et qu'ils ne s'impatientent pas. On vit une époque un peu folle, un peu où il y a un rythme de vie très difficile, mais un artiste, d'ailleurs comédien, danseur, chanteur, ça ne se fabrique pas rapidement, rarement. Il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. Mais la réalité majeure, c'est laisser faire. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on travaille des textes, puis on les laisse 3 semaines, on les laisse 1 mois, on les laisse 2 mois, et il y a un progrès qui s'est fait. Il y a une évolution. Il y a aussi une maturation. Un travail inconscient qui se fait et auquel il faut donner confiance. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Je leur dis non, ça, tu vas le laisser pendant 1 mois. Mais comment? Et tu n'y touches plus, tu ne le travailles plus, tu n'y penses plus. Et ils s'aperçoivent qu'en 2 mois après, tout à coup, un jour, il passe, il s'est passé quelque chose. Une maturation psychique, mais ce qui est vrai pour le théâtre peut l'être pour d'autres domaines, pour vous tous qui nous écoutez et qui nous regardez. Il y a quelqu'un à qui vous vouliez rendre hommage dans cette émission, Jean Périmoni, qui était votre maître à vous, Henri Roland. C'est le nom que vous aviez donné d'ailleurs à la salle dans laquelle vous avez fait vos répétitions pendant très très longtemps, la salle Henri Roland, du temps où l'école Périmoni était rue des Saules. Qui était Henri Roland? Est-ce que vous voulez nous rappeler qui était ce grand comédien du français qu'on a un peu oublié aujourd'hui? Eh oui, le temps passe vite, hélas. Mais Henri Roland, je l'ai connu au conservatoire. Donc lui comme maître et vous comme élève? Lui était professeur. Moi, j'étais son élève. Enfin, indirectement. J'allais à ses cours, mais je ne participais pas. Je n'étais pas dans sa classe. Exactement. Et en quoi il vous a fasciné, cet homme-là? Il m'a fasciné par à la fois sa culture, sa curiosité, son écoute et par-dessus tout ça, beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Et le personnage était très, très attachant pour moi parce que je rentrais d'une expérience malheureuse qui était l'Algérie. C'était au moment de la guerre d'Algérie. Ouais, 32 mois de guerre d'Algérie, oui. Et à ce moment-là, j'ai voulu arrêter. Et Henri Roland m'a dit, ne fais pas ça sur un coup de tête, je voulais reprendre mes études. J'ai dit non, avec ce que j'ai vécu en Algérie, le théâtre, non, etc. Et puis il m'a dit, mais passe le concours. Donc le concours d'entrée Non. J'étais au conservatoire à ce moment-là. Passe le concours de sortie. Ah, le concours de sortie. Voilà. Bon, alors passe le concours de sortie et puis tu verras bien. Et j'ai préparé ce concours de sortie sans vraiment le préparer. Et j'ai eu un accessite. Ça m'a remis le pied à l'étrier. Et ensuite, je suis devenu son assistant. Et puis, je suis devenu un peu son ami. Alors, il y a quelqu'un que vous avez peut-être rencontré à cette époque-là, une femme qui s'appelle Nicole Falcon, je ne sais pas si le nom vous parle. Bien sûr, c'est une ancienne élève. Voilà, et qui a dit de lui, de cet Henri Roland, c'était des heures de bonheur avec un maître exigeant, dur parfois, d'une immense culture. Il était éblouissant, l'œil incisif, ne laissant rien passer. Son enseignement était un pur bonheur. Et d'ailleurs, ce n'était pas seulement un professeur, il était aussi un maître à vivre et à penser. Oui, tout à fait. C'est un peu ce que vous dites. Et un visionnaire aussi, parce qu'elle ne le dit pas, mais c'est quelqu'un qui s'est lancé dans la production cinématographique, qui est devenu acteur en vidéo, pour la télévision notamment, à un moment où c'était, les comédiens du français, il y avait le théâtre et c'est tout, quoi. Oui, absolument. Oui, mais il a beaucoup tourné déjà. Il a tourné aussi beaucoup de films avant la guerre. Il a été une vedette de ce qu'on appelait à l'époque une vedette de boulevard, car il est entré à la Comédie Française sur le tard, dirons-nous, les 15 dernières années de sa carrière. Mais moi, ça me fait penser à vous, en fait, cette manière qu'il avait, lui, d'aller à l'image animée et de dire, il n'y a pas que le théâtre dans la vie. Il s'est fait un peu conspuer par tous ses confrères. Et pour avoir suivi, il y a quelques années, un de vos stages à l'école Périmoni, expérience que je recommande à tout le monde, moi, alors vous avez dit plusieurs choses qui m'ont laissé pantoise. Mais alors, la première, ça a été celle-ci. Mais mes bons amis, même si vous avez un rôle dans une sitcom ou une série B, mais allez-y. Et c'était étonnant. Pour vous, il n'y a pas de petits rôles, il n'y a pas de petits endroits pour jouer. Le principal, c'est de jouer.
c'est de jouer. Et si on a un texte qui apparemment est léger, ben, il faut faire en sorte qu'il ne soit plus léger. Mais si vous donnez votre parole pour un rôle, vous devez l'assumer totalement. Vous avez pensé, vous, déjà, à écrire le théâtre, à écrire du théâtre? Oui, oui, mais ça c'est des notes personnelles. Vous savez, tout a été dit et redit. Alors, je préfère indiquer et conseiller à mes élèves, lisez déjà ce qui existe, ça sera déjà pas mal. En littérature aussi, il y a de quoi faire. Alors justement, vous avez eu la gentillesse de nous amener deux livres de lecture, j'imagine que vous conseillez à vos élèves, par lequel vous souhaitez démarrer, Jean Périmonier. Je vois un très joli petit livre en cuir marron. Un autre, j'arrive à lire à l'envers, ça s'appelle La source grecque de Simone Veil, par lequel on commence. De quel livre vous voulez parler en premier? Ben, on va prendre la fable de La Fontaine. Alors ça c'est fou, les fables de La Fontaine, c'est souvent ce qu'on demande pour passer un examen de théâtre. Alors que nous, on a l'impression que les fables de La Fontaine, ça fait un peu primaire. C'est ce qu'on demande de réciter en primaire. Et souvent, les grands professeurs de théâtre, non, demandent aux élèves une fable de La Fontaine. Et oui, on fait croire, n'est-ce pas? Oui, ah oui, le fabuliste avec ses fables. Je me souviens qu'une émission d'Apostrophe, Pivot a interrogé le philosophe Yankelevitch. Et à un moment donné, il lui dit, maître, mais quel est pour vous le plus grand philosophe? Et il a répondu La Fontaine. Alors Pivot dit, comment La Fontaine? Ben oui, La Fontaine. C'est notre plus grand philosophe. C'est notre maître à tous. Ça m'avait beaucoup frappé de sa part, ce qui est vrai. Oui, parce qu'on a tous en tête La Fontaine avec les illustrations de Benjamin Rabier et tous nos livres d'école scolaire. Et finalement, on se rend compte qu'il y a tellement plus à prendre chez La Fontaine que ce qu'on veut bien y trouver nous. Quelle fable avez-vous choisi spécifiquement? Alors, pardon? Quelle fable avez-vous choisi? Alors, c'est une fable qui s'intitule La colombe et la fourmi. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Quand, sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe, et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau, par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve. Et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon, le vilain retourne la tête, la colombe d'antan part et tire le long. Point de pigeon pour un obole. Je ne connaissais pas celle-là. Elle est belle, oui. Elle est belle, elle est bien vue, évidemment. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, spécifiquement, dans cette fable-là, parmi les dizaines et dizaines de fables de La Fontaine? Toutes. Je suis incapable de faire un choix. Ah oui, donc là, il a fallu en choisir une. Aujourd'hui, je vais vous dire celle de la colombe et la fourmi. Demain, je vous en proposerai une autre fable. Pourquoi elles sont pratiques, ces fables, pour les étudiants, enfin pour les élèves de théâtre? Parce que ce sont des pièces, c'est de petites pièces, avec des personnages et des situations. Et surtout, ça apprend en effet à travailler le rythme. Parce que les personnages suivants, qu'il s'agit du renard, de la colombe, ou du corbeau, ou de la fourmi, il faut à ce moment-là, à chaque fois, donner une couleur de la personnalité proposée sans pour autant le jouer. Alors, puisque vous parlez de rythme, je vais vous poser une question. Et vous verrez dans cette émission, il y a plusieurs questions qui ne sont pas de moi. Celle-là, c'est une question qui va passer par ma bouche, mais elle n'est pas de moi non plus. Il y a un de vos professeurs à l'école, vous avez plusieurs professeurs, 9 si je ne m'abuse, à l'école Périmonie. Il y a un de vos professeurs qui s'appelle Éric Desmarais, et à qui j'ai demandé une question pour vous. Mais vous avez en commun une passion qui est la passion de la musique. Et Éric Desmarais croit savoir que vous auriez aimé notamment être chef d'orchestre. Oui, c'est vrai. Si un jour, donc ce n'est pas ma question, c'est celle d'Éric Desmarais, si un jour vous pouviez diriger une œuvre, quelle œuvre serait-ce?
Quelle œuvre? Allez, on va dire Don Giovanni de Mozart. De Mozart. Voilà. Il a gagné, il était sûr que c'était du Mozart. Qu'est-ce que la musique, puisque la question qui est derrière, évidemment, c'est aussi qu'est-ce que la musique apporte au théâtre? Qu'est-ce que vous, la musique, et une connaissance très pointue et très fine de la musique classique, des auteurs, des interprètes, vous a apporté pour le théâtre? Parce que la musique est un langage universel, parce que les musiciens sont des gens, sont des artistes qui travaillent beaucoup. Et puis, la variété, tout ce qui a été composé depuis le XVIIe siècle, c'était colossal. On n'aura jamais fini de connaître toutes les œuvres qui ont été écrites pendant 3 siècles. Et vous faites des ponts naturels entre, justement, je parlais de rythme, le rythme d'une musique et le phrasé d'une phrase, Parfois, bien sûr, d'une réplique, pardon. Bien sûr, absolument, absolument. Est-ce que la musique vous a aidé finalement à, ne serait-ce qu'à prendre les textes, mâcher les textes, mâchouiller les textes, rythmer les textes, les scander? Absolument, absolument, bien sûr. Il faut le... Oui, il faut là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, il faut la patience, mais avant de trouver le rythme, moi je dis il faut trouver l'énergie. Energeia, ça vient du grec energeia, ça veut dire intensité intérieure. Et la musique démontre ça très bien. Et puis quelquefois on a des correspondances extraordinaires. Je cite Don Giovanni, mais si on lit la pièce, il y a des points communs forcément. Le Barbier de Séville, bon alors toute l'œuvre de Wagner. C'est ça, c'est que c'est un langage universel. On peut tous se faire comprendre. Et tous se faire comprendre sont des musiciens qui ont une notoriété magnifique au Japon ou en Chine. Alors, vous avez emmené 2 livres. On a parlé du livre de La Fontaine. On n'a pas parlé du livre de Simone Veil, La source grecque. Est-ce que vous voulez bien, Jean Périmoni, prendre ce livre et nous dire déjà pourquoi vous nous l'avez amené, ce livre-là? Ben, je l'ai amené parce que je considère justement, si on parle de philosophie, c'est tout à fait son cas. La vie de Simone Veil est quelque chose de très, très riche et très émouvant. Quand elle a appris qu'elle ne pourrait pas sauter en parachute pendant la guerre, eh bien, elle a dit « Je vais me laisser mourir et offrir ma vie à ces hommes qui vont se battre ». Et elle l'a fait. Donc, c'était quelqu'un qui sortait de Normale supérieure, donc brillantissime réussite. Et elle a écrit une série de textes, et tout particulièrement des textes consacrés à la littérature grecque. Alors vous allez voir d'ailleurs qu'elle dit une chose qui est très juste, c'est que les faits divers qu'on lit dans nos journaux, un poète passe et il va en faire une pièce. Roberto Zucco, c'est pas un enfant de cœur, et on a fait une pièce, il y a eu un auteur qui a fait une pièce. Vous voyez? Donc le théâtre là est pleinement d'actualité. Alors là, il s'agit d'Électre. Électre est un drame de Sophocle. C'est en même temps le plus sombre et le plus lumineux de tous. On y voit la misère et l'humiliation faire plier sous leur poids un être seul et sans défense. Et ce que ne sont pas des fautes, ce sont des vertus. La fidélité, le courage, la force d'âme qui lui valent un sort aussi dur. Mais on voit aussi à la fin du drame l'arrivée inespérée d'un frère rompre cette solitude, briser cette oppression. Tout se termine dans la joie la plus pure. Cette histoire d'Électre est bien faite pour toucher tous ceux qui, au cours de leur vie, ont eu l'occasion de savoir ce que c'est que d'être malheureux. C'est une définition de la tragédie. Exactement. Absolument. Et ça, c'est par exemple aussi un livre que vous donnez à lire à vos élèves.
De Oui, troisième année, peut-être. Troisième année, oui, oui, oui. Alors moi aussi, j'ai amené un livre, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les invités qui amènent des livres. Je ne sais pas si vous le connaissez sans doute, celui-là. C'est du Jean Oui, bien Vilar, sûr, oui. de la tradition théâtrale. Oui, oui. Vous savez quoi? Je l'ai trouvé dans la rue. Oui, J'ai trouvé dans la rue, je me dis, attendez, on ne peut pas laisser traîner un bouquin de Jean Vilar comme ça, donc je l'ai pris. Je dis quand même, sauvons ce livre, et que j'ai trouvé absolument passionnant. Et il y a une phrase de Jean Vilar que je voulais vous soumettre. On parlait du personnage tout à l'heure. Et il dit, le réalisateur, le metteur en scène, a parfois le tort d'oublier qu'un personnage n'est souvent trouvé par l'interprète qu'à la veille de la présentation. Et là, c'est au metteur en scène qui a mis beaucoup de pièces en scène, justement, que je m'adresse, et pas uniquement au professeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Le réalisateur a parfois le tort d'oublier qu'un personnage n'est souvent trouvé par l'interprète qu'à la veille de la présentation. Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, c'est un métier j'allais dire de panique, c'est un métier d'équilibriste que vous faites. Absolument, c'est le funambule. Moi, oui, je suis tout à fait de cet avis, bien sûr. Quelquefois, et c'est là où avec les élèves, il ne faut pas s'impatienter, le professeur. Il ne faut pas le bousculer. Il faut lui faire confiance. Et un jour, ça viendra, ça sortira. Et un comédien professionnel, la même chose. Vous avez des metteurs en scène maintenant qui sont un petit peu des dictateurs, c'est-à-dire on joue comme ça et pas comme ça, alors qu'il faut laisser une nature. Il y a un proverbe, enfin c'est pas un proverbe, d'un moine qui a écrit « On se lasse de tout excepté de comprendre ». C'est vrai. C'est ça. La valeur que vous mettez en avant, vous, c'est le travail. On l'a déjà un petit peu effleuré. Le travail allié à une certaine combativité. Parce que pour vous, c'est un métier de combat, le métier de comédien? Le combat avec soi-même, oui, mais pas avec les autres. Un petit peu avec les autres quand même, quand on doit, enfin, je sais pas, trouver un rôle, s'imposer dans ce métier qui est déjà bourré à craquer, ça, c'est autre très chose, bons ça. acteurs Oui, et très bonnes actrices qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de ça, travail. c'est la sortie du cours. Ça, c'est la sortie. Et oui. ça, là, c'est l'enfer qui commence. Et c'est d'autant plus difficile pour les femmes. Parce que les femmes sont plus nombreuses, sont moins nombreuses, pardon, sont plus nombreuses. Plus nombreuses oui. à vouloir être actrices. Voilà. Et là, moi, je suis désolé de voir des gens très, très bien qui, au bout de 4-5 ans, arrête parce que je ne veux pas venir. Il n'y a pas d'explication. C'est très complexe. Pourquoi ça va réussir? Pourquoi ça ne va pas réussir? Montesquieu disait, le talent, un don que Dieu nous a fait en secret et que nous révélons sans le savoir. Oui. C'est ce que vous nous avez dit juste avant. Vous croyez en Dieu, Jean Périmoni? Je cherche. Vous êtes un chercheur en tout, un chercheur Voilà. au théâtre. Je le cherche. Ouais. Je ne l'ai pas encore trouvé. Vous avez été élevé dans la foi catholique. Oui, une partie, oui. Oui. Mais on peut penser à Sacha Guitry, n'est-ce pas? La religion a permis justement, on parlait de la musique, combien d'œuvres sublimes grâce à la musique et à la musique sacrée. Vous le cherchez comment, Dieu? C'est une recherche qui passe par le théâtre ou il y a une recherche annexe, plus souterraine? Non, c'est par moment. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi un moment où Jean Périmoni cherche Dieu? Par moment, au cours d'une conversation, d'un spectacle que je peux voir, je peux tout à coup ressentir une interrogation. Oui, bien sûr. Vous avez mis en scène du Claudel? J'ai mis en scène du Claudel. Non, oui, j'ai mis en scène Proté de Claudel. Mais j'ai beaucoup travaillé de Claudel et je le travaille beaucoup parce que je trouve que c'est un auteur passionnant. Pour les jeunes, c'est parce que ça allie la technique et le savoir. Donc, justement, en travaillant un Claudel, comme l'annonce faite à Marie, comme l'otage, comme l'échange, on ne peut pas ne pas penser à Dieu. Vous avez une idée de ce que vous lui direz quand vous le rencontrerez? Pas Claudel, hein, Dieu. Je vous ferai signe, je ne manquerai pas de vous faire signe. Non, là, vous bottez en touche, là. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que vous lui diriez? Ou qu'est-ce que vous lui direz le jour où vous le rencontrerez?
Je voudrais bien tout recommencer. Ah bon? Mais oui. pareil ou différemment? Non, non, tel que j'ai vécu ma vie. Pourtant, le petit Jean Périmoni, c'était pas un enfant qui était très, qui était très très heureux, fils unique, qui aurait bien voulu avoir des frères et sœurs. Peut-être que vous changeriez 2-3 choses à ce niveau-là, non? Non, justement, j'ai été fils unique. Hein. Bon. C'est pénible, le fils unique. Je ne le recommande pas, parce que c'est très dur. Mais bon, j'ai assuré, mais difficilement. Difficilement. Vous en avez gardé quoi de votre enfance? De mon enfance, eh ben, je garde déjà l'approche du théâtre, parce que au lycée, à l'époque, au lycée, avec l'accord du proviseur, j'ai monté des pièces. Mais j'avais 12, 13, 14 ans. Déjà. Ouais, j'ai commencé là, au lycée de Tours. Voilà. Donc vous en gardez déjà un goût de théâtre. Ce serait quoi l'odeur de votre enfance, Jean Périmoni? L'odeur de votre enfance. L'odeur. L'odeur? De votre enfance. L'odeur qui revient quand on évoque votre enfance. Difficile. Difficile. L'odeur de votre enfance. Le rêve. J'étais enfant qui vivait beaucoup seul, fils unique. Le rêve. Voilà. C'est une odeur subliminale alors. Alors, deuxième question qui n'est pas de moi dans cette émission. Cette fois-ci, c'est une question filmée. Nous avons reçu il y a quelque temps Jean-Claude Carrière, qui est scénariste, qui a écrit beaucoup de films, qui a écrit beaucoup de choses qu'on peut voir à la télé, notamment au cinéma aussi, des livres. Il a fait beaucoup de choses, Jean-Claude Carrière. Regardez l'émission VIP si vous ne le connaissez pas bien. Et il avait une question pour vous, Jean Périmoni, donc je vous propose de l'écouter et puis de tenter une réponse, parce que Dieu sait que la question n'est pas facile. Hein. On s'accroche et on regarde la question de VIP à VIP. Je voulais vous demander, c'est une question que je me pose moi-même sans avoir la réponse souvent, qu'est-ce qu'il y a de permanent dans l'éphémère? Ça concerne le théâtre, bien sûr. Qui va, qui vient, qui disparaît, qu'est-ce qui reste? Alors, c'est Jean-Claude Carrière qui demande à Jean Périmoni qu'est-ce qu'il y a de permanent dans l'éphémère, au théâtre, bien sûr, qui vient et qui va et qui disparaît. Qu'est-ce qui reste? Une représentation. Une représentation. C'est de l'air, c'est du vent, finalement. Oui, mais c'est de l'éphémère, c'est fini. Et à minuit, c'est terminé. Alors pour moi, la définition, je crois que c'est celle-là. Enfin, pour moi, c'est celle-là. Ma réponse, c'est celle-là. C'est pas un peu frustrant? Non, parce qu'on rejoue le lendemain. Si ça marche. Mais ça doit marcher. Non, on recommence. Ce qui est merveilleux, la différence entre le cinéma et le théâtre, c'est qu'au cinéma, vous ne maîtrisez pas toute la technique nécessaire qu'il y a. Tandis qu'au théâtre, vous êtes metteur en scène. Vous êtes dans la salle, vous dites, oh, tiens, bon, deuxième représentation. Ah oui, non, ça, je vais le couper. C'est trop long. Au cinéma, personne n'a droit à l'erreur. À partir du moment où un réalisateur a dit, elle est dans la boîte coupée, c'est pour l'éternité. Donc je trouve que je dirais presque le métier d'acteur de cinéma, pour moi, est beaucoup plus difficile dans la tension qu'il demande que le théâtre. Le théâtre, bon, ben, on a un fou rire un soir, bon, ben, très bien, on rattrapera ça demain. L'éphémère repasse tous les soirs. Et pourtant, ce sont les acteurs de théâtre que l'on admire le plus parce que justement, ils requestionnent justement tous les soirs et ils remettent en jeu tous les soirs leur peau, leur personnage, leur vie, leur pièce. Enfin, c'est pourtant ceux-là qu'on admire. Vous avez amené un objet, Jean Périmoni, à ma demande. Oui. Et comme vous êtes très malicieux, cet objet, je n'ai pas eu le droit de le voir parce qu'il est, on va dire, emmailloté dans un mouchoir. Donc, chers téléspectateurs, c'est avec vous que je vais découvrir cet objet. Oh, le regard malicieux. Oh, Ah, je sais pourquoi vous l'aviez caché. C'est une chouette en céramique. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi vous avez amené une chouette. Je peux tenter une explication? Oui. Je tente, je suis complètement à côté de la plaque. Parce que la chouette est le symbole de Dijon et que nous sommes, vous, Dijonnais d'adoption et moi, Dijonnaise tout court. Rien à voir.
C'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça. C'est pas, mais, ça. Non, 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 non. Enfin, ça peut en faire partie. Non, vous le saviez que c'est le symbole de Dijon. Oui, oui, La bien chouette, sûr. voilà. Oui, oui, oui. Mais pour moi, Je vais la voir, votre chouette. Ne la remballez pas si vite. Viens voir, ma belle. Alors, c'est pourquoi cette chouette? cette chouette, c'est pour dire que c'est un. La chouette se cache, la chouette observe, la chouette épie, la chouette évolue à la tombée du jour. Elle est comme les acteurs. Je la rapproche de votre visage parce qu'on comprend bien que c'est votre animal totem. Voilà. Elle est comme les acteurs. Elle agit surtout la nuit, mais elle observe. Le regard d'une chouette, pour moi, c'est fascinant. J'avais jamais fait le lien entre cet animal-là, effectivement, le métier d'acteur et ce que vous mettez dessous. Elle trône où, cette chouette que vous nous avez amenée, Jean? Elle trône où chez vous, cette chouette? Sur mon bureau, en Tout simplement. permanence. Ah oui, oui, Vous lui parlez? bien sûr. Elle a un petit nom? Non, chouette. Non. Chouette, c'est pas mal, chouette. Et elle vous dit quelque chose de votre métier d'acteur, c'est Chouette, tu es étonnant chouette. ça. Et le fait que moi j'ai confondu ça avec le symbole, enfin j'ai pas confondu, c'est réellement le symbole de Dijon que vous avez connu, Dijon, parce que vous êtes diplômé de son conservatoire d'art dramatique, ça vous parle aussi? Vous aviez fait le lien, vous, ou pas? Pardon? Vous avez fait le lien, vous, avec la ville de Dijon, qui vous avez diplômé une première fois pour votre art? Non, pas du tout. Non. Ah ben voilà, un lien qui s'est fait. Alors, on va rester, elle n'est pas très disciplinée, votre chouette, hein, voilà. On va rester avec les questions qui ne sont pas de moi. Nous avons dans cette émission un moine, vous avez parlé d'un moine tout à l'heure, mais ce n'est pas le même. Le nôtre s'appelle le père Geoffroy Marie. Il fait partie de la communauté Saint-Jean et il a la lourde tâche de poser une question spirituelle aux invités de VIP. Bonjour Jean, vous avez la passion d'enseigner et vous aimez transmettre votre savoir à vos élèves et vous leur demandez beaucoup. Paraît-il, à ceux de première année, vous aimez poser la question « Est-ce que le théâtre est véritablement leur vie ?» Alors pourquoi avoir une telle exigence de s'impliquer autant dans le théâtre? Est-ce que finalement le théâtre peut combler toute une vie? Est-ce que la vie serait un grand théâtre pour vous? Alors, plusieurs questions en une, comme souvent avec le père Geoffroy Marie. Pourquoi est-ce que le théâtre doit être vital dans la vie de l'acteur? Première question. Hein. Et est-ce que le théâtre peut combler toute une vie? Peut combler toute une vie. Oui. De votre expérience déjà. Oui, oui et non. Oui, certains, et puis pour certains d'entre nous, non. Il y a des acteurs qui ont une vie de famille, des enfants. Parce que vous avez connu, vous, vie de famille, trois filles. Oui, oui, absolument. Toutes plus ou moins impliquées d'ailleurs dans le théâtre. Oui. Non, je crois que là, la réponse est une réponse de Normand, c'est oui et non. Et vous, ça représente quoi dans votre vie exactement, qu'on se rende compte? Même si ça n'entre pas en concurrence avec la vie de famille, hein, on comprend bien, mais au final, au bout de 50 ans de professorat et de carrière, ça représente quoi le théâtre pour vous? Ça représente pour moi, on l'a dit, l'univers du rêve, de l'éphémère. Oui, c'est ça. Je voudrais vous soumettre, alors il faut savoir que Jean Périmoni est très citation, et moi aussi, donc on est vraiment fait pour s'entendre. Je voudrais vous soumettre une petite interview que j'ai faite exprès pour vous, une interview théâtre, on va dire, des citations de personnalités, et vous faire réagir par rapport à ces citations, d'abord savoir si vous êtes d'accord avec ça ou pas, et voilà ce que vous en tirez. La première, elle est de Arthur Schopenhauer, qui dit une phrase que moi j'aime énormément et qui me semble vraiment contenir une part de vérité. Il dit « Ne pas se rendre au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir ». Est-ce que ça vous parle, cette phrase? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui et non. Il y a des situations où ça sera excessif et d'autres situations où ça sera oui, très bien. Ça dit, le théâtre, c'est quand même, souvent les pièces, c'est un miroir de nos vies. On arrive Exactement. quand même et on rit de situations dans lesquelles on ne rirait pas du tout dans la vraie vie. Exactement, d'où l'importance du rire nécessaire.
surtout le rire, important. Il y a une phrase de Van Gogh qui dit « Un tableau est une succession de mosaïques ». D'accord. Alors, pour revenir à la question que vous venez de me poser, je crois que là aussi, sont des questions, en fait, sont des questions, je ne vais pas dire sans réponse, mais presque, parce qu'elles sont tellement vastes et tellement personnifiées par chacun et chacune d'entre nous, que c'est difficile de porter une appréciation définitive. On a reçu il y a quelques années déjà un grand comédien qui s'appelle Jean Piat, Oui. et qui nous avait dit dans cette émission, et il l'avait dit ici, puis il l'a réécrit dans un livre, on parlait de la vocation de comédien. Il disait en rigolant, yo, la vocation, c'est bien gentil, mais ça n'est que le résultat de la pratique. Et lui, il a été incapable de me dire s'il avait une vocation de comédien. Il dit, j'ai fait du théâtre, et à force d'en faire, finalement, la vocation est venue, et il ne se serait jamais vu faire autre chose après. Mais c'était assez intéressant comme discours. Oui, mais il a raison, et c'est vrai que la vocation, on peut parler de vocation réussie au bout de 10 ans. Moi, je pense qu'il faut une dizaine d'années pour que vraiment quelqu'un, a trouvé son gîte, a trouvé le climat dans lequel il aime vivre. Et sa signature aussi, ce qui va faire sa différence peut-être dans le métier. Absolument. Alors, autre citation que je voulais vous soumettre, elle est de François Nourricier, le regretté François Nourricier. Ah, oui. Il n'y a que des fauves dans le théâtre. Seuls changent les rugissements et les feulements. Vous pouvez me la reposer? Il n'y a que des fauves dans le théâtre. Prenez des notes, vous qui nous regardez. Seuls changent les rugissements et les feulements. Est-ce qu'il n'y a que des fauves au théâtre? Parce que vous nous avez dit, les acteurs, c'est plutôt des chouettes. Lui, il dit, c'est plutôt des fauves. Oui, mais c'est vrai que ça peut être des fauves, bien sûr. Et des fauves qui donnent une priorité absolue à s'imposer dans le métier. Pas seulement, d'ailleurs, comédiens, cadreurs, tout ce qui concerne le métier. Les techniciens du théâtre aussi. Bien sûr, bien sûr. Allez, dernière citation, elle est de Claude Jasmin, elle est très très jolie, qui dit « Le théâtre est un métier d'enfance et de lumière ». Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez, vous, le théâtre, un métier d'enfance et de lumière? Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de naïf, d'enfantin. L'enfant joue merveilleusement. Je dis toujours à mes élèves, un enfant, un adolescent, un bébé ne se cache jamais la voix. Vous verrez jamais un bébé qui parle. Non. Bah oui, c'est vrai. Oui. Jamais, mais parce qu'il respire naturellement. Tandis qu'après, l'âge de 7 ans, l'éducation arrive, les interdits commencent, on ne dit pas ceci, on ne dit pas bonjour à la dame, on ne dit pas bonjour au monsieur, etc. Les non-dits commencent. Et c'est là que la tragédie commence. La tragédie commence à 7 ans, en fait. La tragédie commence à 7 ans, parce qu'à partir de 7 ans, l'enfant va apprendre à mentir. Mais ça veut dire quoi? Que vous avez élevé vos 3 filles différemment pour essayer de leur faire garder une sorte d'esprit d'enfance le plus longtemps possible? C'est plutôt elles qui m'ont élevé. C'est joli, ça. Plutôt elles qui m'ont élevé. Oui, c'est vrai. Oui. Elles vous ont appris quoi, ces 3 filles? Elles m'ont appris la tolérance, la patience et... Qu'est-ce que je veux dire encore? Oui, et l'humour. Et l'humour. Parce qu'avec 4 femmes à la maison, il en fallait de l'humour. Oui. Souvent, les acteurs qui passent dans cette émission disent qu'il y a une analogie directe entre le verbe jouer pour les enfants et jouer pour l'acteur. Ça veut dire quoi? Que le métier d'acteur, ça consiste constamment, quel que soit le rôle qu'on interprète, même si c'est, pardonnez-moi, un salaud de nazi ou que sais-je, ça consiste constamment à aller rechercher l'enfant qu'on a été, quel que soit le rôle. Est-ce que c'est un peu rapide ce que je dis ou c'est vraiment ça? C'est tout à fait juste. Ouais. Ça, c'est un problème, vous dire, de jouer un monstre, par exemple. Bon.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qu'a tourné Michel Serrault sur le docteur Petiot. Ça vous dit Oui, quelque chose? oui, Bon. oui, je l'ai vu, tout à fait. Bon. Oui. Et beaucoup de gens Il lui était ont reproché. magistral hein, dans ce film-là. Magistral, oui. Terrifiant. Oui. Et beaucoup de gens lui ont reproché. D'avoir endossé le rôle d'un salaud. endossé, ouais. D'accord. Et il a dit, je l'ai fait parce que je veux essayer de comprendre comment cet homme qui commettait des actes abominables dans la journée, le soir, prenait sa bicyclette et allait soigner gratuitement en banlieue. Si vous jouez Hitler, d'ailleurs l'acteur allemand l'a prouvé, il faut essayer de trouver, même chez les plus grands monstres, il y a... Ça part d'humanité, quoi. Il y a une part d'humanité, malgré tout. Mais c'est en ça, je trouve que le théâtre est formidable. C'est qu'on apprend à découvrir l'âme humaine d'une manière incroyable. Je ne sais pas si vous avez perfectionné votre connaissance de l'âme humaine grâce au théâtre. Oui, bien sûr. Mais c'est assez fou. Est-ce que quand vous voyez quelqu'un, un élève qui arrive, vous arrivez, à force de le fréquenter, à vous dire, voilà, cet élève-là, a priori, il est plutôt comme ci ou comme ça intérieurement, je l'orienterai bien vers tel rôle ou telle pièce? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est en 3e année déjà, quand ils ont déjà fait tout un parcours. Ils ont décanté un petit peu. Voilà, c'est ça. Pour ne pas risquer de les spécialiser. Surtout pas. Alors, dans les conseils que vous donnez à vos élèves, et là, je suis allée ressortir directement les notes que j'avais prises il y a quelques années lors de votre stage, il y a des conseils qui, moi, à chaque fois, m'ont fait tomber de ma chaise. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, par exemple, vous nous avez dit, après une semaine de stage assez intense et épuisante, bon... c'est bien beau tout ce qu'on a fait, mais sachez que le seul professeur de l'acteur, c'est lui-même. Oui. Je me suis dit, ah non, attendez, stop quoi. Oui, bien Qu'est-ce sûr. que je viens de faire en une semaine là? Non, le seul professeur de l'acteur, Mais c'est lui-même. C'est lui-même. Vous donnez des indications sur un personnage, sur une situation. Qu'est-ce qu'il en fera? Il va s'en servir ou pas s'en servir? Donc, c'est lui. Son propre professeur, c'est lui. Le professeur, il propose. Mais ça s'arrête là. Combien de fois on dit dans des jurys, oui, une telle, ben oui, oh, quelle catastrophe, comme c'est dommage. Ben, elle ne travaille pas, elle ne fait rien, elle n'y croit pas. Bon, ben voilà. Non, ça c'est... Alors vous dites aussi, un acteur ne joue pas, il existe. Bien sûr, il existe. C'est la fameuse énergie dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, Energia, absolument. Il existe. Et il y a aussi quelque chose que j'avais noté, je crois que c'est une citation d'Antonin Artaud. Vous disiez que l'acteur était une force en action et qu'il fallait entrer sur le plateau, sur scène en gagnant et que nous sommes, et c'est là qu'Antonin Artaud intervient, des sportifs affectifs. Absolument, oui. Oui. Je cite toujours ça parce que c'est tellement ça. C'est tellement ça. Le parcours d'un match peut correspondre à une représentation théâtrale. Mais chez les grands joueurs, il y a tout à coup un travail qui se recoupe. Moi, je conseille vivement à mes élèves de faire un minimum de sport. Très important, ça. Ça me rappelle le spectacle qu'a fait André Dussolier il y a quelques années. Je n'ai pas retenu le titre du spectacle, mais c'était un spectacle sur le sport, justement. C'était au théâtre. Oui, bien sûr, au c'était très rond-point. physique ce qu'il avait fait. C'était et superbe. c'était très beau. Oui. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'est un acteur du bout de l'orteil jusqu'aux derniers cheveux sur la tête, et qui avait mêlé justement théâtre et sport. Je le revois en train de faire le cycliste. Oui, il était merveilleux. C'était, voilà, enfin, je pense d'un seul coup, voilà, j'ai un surgissement. Mais je m'en souviens très bien. Mais oui, mais Dussolier est l'exemple du travail, de la concentration, de la réserve. C'est quelqu'un qui n'étale pas, comme on dit. Il y a une fierté à voir tous ces grands noms que j'ai cités en introduction. Ça, ce sont tous ceux qui ont réussi. Il y a tous ceux aussi qui ont réussi mais qui sont moins connus. Et puis il y a tous ceux qui ont arrêté. Peut-être même, j'en sais rien, la plus grande majorité de ceux qui passent dans les cours de théâtre. Il y a une fierté quand même à voir ces petits jeunes qui sont venus fréquenter votre cours et qui aujourd'hui sont voilà, des références. Il y a une fierté pour vous? Ah oui, bien sûr. Tout à coup, on se dit, j'ai été compris. Il n'y a rien de plus désarçonnant que
on s'adresse à quelqu'un, ils ne se rendent pas compte que sur le plateau, on voit s'ils écoutent ou s'ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Et c'est là où ils sont leurs propres professeurs. Vous avez une devise? Moi, une devise? Oui, vous, une devise, Jean Périmoni. Non, je n'ai pas une précise. J'ai quelques phrases que j'aime bien. Vous pouvez nous en livrer une pour terminer l'émission? Ben justement, ah oui, c'est de Chamfort, un humoriste de la fin du XVIIIe. À Paris, un cœur se brise ou se bronze. À Paris, un cœur À se Paris. brise ou se bronze. Ça laisse pas beaucoup le choix entre la réussite et l'échec, ça. Et le vôtre de cœur, il a plutôt bronzé, alors on va dire. Oui, ben voilà, voilà, exactement. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise plus tard de vous? Moi, je suis pour poser la question. Ben, je vous la pose. Je ne sais pas, je dirais, oui, je dirais ce que j'ai déjà exprimé tout à l'heure, recommencer. Recommencer. Ça doit être triste, je ne sais pas, j'ai l'impression, tous ces anges, puisqu'on nous dit que là-haut c'est... Hein, je ne sais pas. Ah, le paradis, je ne connais pas, j'y suis pas encore allée, Le moi. paradis, moi non plus, ça C'est peut-être m'effraie pas un peu. triste du tout, Oui, on verra. oui. Merci beaucoup, Jean Périmoni, d'être venu dans cette émission. On vous souhaite encore 50 ans dans votre belle école, entouré comme vous l'êtes et très bien entouré par tous vos élèves et vos professeurs. Je peux vous souhaiter quoi là pour la nouvelle année, puisqu'on est encore début 2012? Je vous souhaite quoi? De continuer, De continuer et de recommencer sans cesse. voilà. Eh ben, je vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup et très bonne continuation à vous. Merci. Au revoir.